Aujourd'hui, la photographie argentique est principalement une pratique de loisir. Il y a bien quelques photographes un petit peu fous comme moi qui en font dans la pratique professionnelle, notamment sur du mariage, mais ça reste plutôt l'exception que la règle. Il faut cependant se rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, l'argentique était encore la norme dans beaucoup de milieux professionnels. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Alain, qui était photographe textile pour les catalogues de vente par correspondance depuis les années 80 jusqu'aux années 2010. Après 40 ans de métier, il ferme son studio et je suis allé à sa rencontre pour immortaliser son flux de travail, sa manière de travailler et ses 40 ans de carrière en tant que photographe. Aujourd'hui, on va donc à la découverte de son studio, de son travail, de toutes ses créations et je le remercie énormément pour le partage de son expérience et son témoignage très précieux aujourd'hui. Est-ce que pour le coup tu peux me raconter un petit peu ce que tu faisais ici comme, quel était le cœur de ton métier en tant que photographe? Voilà, ici dans ce studio, l'essentiel c'était du textile à plat pour la VPC. Ok, donc vente par correspondance, tous les catalogues. Voilà, ça c'est ce qui faisait fonctionner le studio correctement. Et puis il y avait aussi toutes les demandes de petites agences de communication ou en dehors du catalogue aussi par les mêmes grosses structures comme les 3-6 ou autres, des petites présentations de pack shoot pour des cadeaux, pour des opérations qui n'entraient pas dans le catalogue. Ah, ça en faisait beaucoup. Et sinon, c'était aussi de la mode enfant, soit en studio, soit en extérieur. Hein, ça c'est, tu vois, c'est tous les tirages qu'on nous réclamait et qui devaient permettre d'illustrer un catalogue pour souvent des représentants qui proposaient des produits de la marque à l'extérieur. Donc ça faisait partie aussi des prises de vue. Et comment ça se passait pour le coup le flux de travail de la demande, de la commande à la réalisation sur le catalogue? Comment toi tu reçois la commande? Comment c'est organisé? Je sais pas, il y a un brief, il y a un... Voilà, en réalité... Tu fais ce que tu veux? Non. En fait, à chaque début de saison, ou plutôt quelques semaines avant le début de saison de prise de vue, on a un contact avec le client qui nous sollicite pour avoir des dates, c'est-à-dire qu'il veut qu'entre le 8 mars et le 22 avril, la disponibilité soit totale, sans savoir le volume qu'on aura. D'accord. Après coup, on donne d'abord nos dates, on dit oui, c'est bon, et puis là on a souvent une convocation, on va au brief chez le client qui nous montre toute la collection avec les maquettes. Et à partir de chaque maquette, on décide, enfin il décide son choix définitif des mises en couleur ou des gammes. Parce que quand ce brief était terminé, au bout d'un jour ou de deux, ça dépend, moi ça dépendait, 3 ou 4 semaines après, pendant que les prises de vue extérieures... C'est pour terminer, on peut essayer de s'embrasser. Tous les produits arrivent dans des cartons, les maquettes je les avais déjà. Et on commençait à faire l'inventaire de chaque carton, tous les produits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espace, parce qu'il fallait tout étaler et les mettre par page, par prise de vue. Et puis après, c'est la préparation textile. Donc c'est défroissage. Voilà. Voilà par exemple on va prendre ça. Donc ça c'est voilà un paquet. Toutes ces photos-là sont notées parce qu'elles ont été faites, donc je sais que j'ai les petites chaussures là, ça. Ici, voilà. Ça c'est la maquette que je reçois, et ça c'est la maquette que je conserve avec mes notes, parce qu'après il faut faire l'inventaire de tout ce qui a été photographié. Donc là tu vois c'est des pages complètes. Par contre ça je le fais pas, ça c'est repris ou c'est à faire à l'extérieur. Et en même temps, je conserve toujours, pour essayer de me souvenir, parce que comme le travail va durer pendant 3 mois, les factures sont faites après. Donc il faut tout reprendre et se remémorer. Combien de photos? Donc voilà, oui. Est-ce que c'était fait en 2 fois, en une seule fois? Donc de temps en temps, je mets un pola à côté, ça me permet de resituer. Comme là, tu vois, il y a 2 prises de vue en même temps, là, parce qu'on est en 4-5. Voilà des maquettes. Il n'y a pas de liberté, la présentation doit rentrer dans le... C'est ça.
C'est vraiment un travail C'est presque plus technique que... Oui. Ah oui, là, oui. Au contraire, là, on peut pas tricher. Là. On peut pas dire oh, bah, j'ai eu l'idée que. On a changé le petit boîtier. Parce que les accessoires, c'est nous qui les choisissions. Ok. Tu avais le produit, puis voilà, il trouvait une idée, quoi. Voilà. Alors, la seule liberté qu'on avait, c'était celle-là. C'est les accessoires. Mais il fallait que la culotte soit dans le bon emplacement parce que c'était cadré comme ça et là il y avait le prix, il y avait l'offre, il y avait plein de contraintes. Et l'accessoire, il pouvait même être mangé un peu, c'était très bien. Ouais. Donc voilà. Donc il y a deux propositions, celle-là n'a pas été retenue, c'est sûr. Donc c'est celle-là. Il y en a peut-être une troisième. Oui, il n'y avait pas beaucoup de liberté. Hein. Un shoot, une photo. Ok. 2 shoots, 2 facturations. C'est simple, j'entends. Non, mais c'est vrai, quoi. Et alors que maintenant, c'est, t'en feras une dizaine, et puis je choisirai. Oui, c'est ça. Ouais, bah ouais, tu peux passer la journée aussi, hein. Non, nous, c'est une prise, c'est 3 expositions, c'est fait, elle est faite. Et si c'est pas bon, on la refait à nos frais, bien sûr. Bien sûr. Puis il faut que ce soit, il y a un cahier des charges, il y a une précision derrière. Voilà. Dessiner je te l'ai pas dit, mais c'était tellement précis qu'on dessinait sur un acétate transparent 4-5 l'implantation, on posait derrière le dépoli du 4-5, et tant qu'on n'était pas bon... Pour bien caler chaque... Ah bah oui, parce qu'il y a un texte, là il y a le prix qui doit venir, il y a la promotion. Après, et si tu mets le bon accessoire au mauvais endroit, l'accessoire est bouffé. Enfin, donc non, c'est vraiment... Et à chaque fois, tu as des notes, c'est ça sur... Ah oui, je mets mon temps de pause. Parce que le laboratoire va développer, et quand ça va revenir, si jamais je dois re-shooter, et si j'ai oublié dans le champ quelque chose. Et après, ça, c'est les expositions finales. Ça, c'est ce que le laboratoire nous tire, oui. Ce sont les 2 qu'on ne conserve pas, puisqu'on en donne 2 aux clients. Et on en expose toujours un 3e, et là, il y en a même 2 en plus, tu vois. Et puis, de temps en temps, j'en faisais pour moi. Et puis, quelquefois, il suffit de modifier une écharpe, et on garde les anciens, et on re-shoot. Là, je t'avais montré un petit peu, ça c'est la maquette, le pola qui est le fruit de la présentation. Bon, il n'y a pas beaucoup de liberté non plus, là. Hein. Ouais, c'est vraiment, tu reproduis le maquettiste et tu reproduis vraiment, faut que ça matche. Oui, parce que lui, il veut ça à la fin. Donc tu vois, il faut que ça... Tu ne veux pas te permettre, tu vois. Ah oui, évidemment, il n'y a pas... Le côté créatif, là, on n'en parle pas beaucoup, là. Hein. C'est plutôt... Si, par contre, évidemment, l'appareil, les couleurs de fond, très important, qui sont là, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une chargée fond dégradé. Alors nous, on arrive avec la gamme chez le client, on dit, bon, tu veux quelle couleur? Et puis comme ça, on est tranquille. Oui. Évidemment, il faut que ça ressemble à ce qu'il y a, parce que si l'émulsion n'est pas bonne... Et ça, c'était génial, ça. Pour que, quand le brief est clôturé, je reviens avec toutes les informations complètes. Je ne vais pas me dire, le fond, on va en rediscuter. Non. J'avais l'échantillon, j'ai dit, ben voilà, tu veux quelle couleur? Et le client disait, voilà, je veux celui-là. Alors on le marquait tout de suite. Et puis, après, à nous de fournir. En tout cas, moi, c'est moi qui allais au brief, c'est moi qui faisais les prises de vue. Donc, je n'allais pas me mettre une balle dans le pied en disant, je ne sais plus ce qui s'est passé. Oui. Donc on prenait vraiment tout ce qu'on pouvait. Ça, c'est quand le numérique est arrivé, gros avantage. On pouvait photographier au brief, rapidement, une petite illustration de ce qui était présenté, et on le gardait. Parce que c'est vrai que 2 mois après, tu oublies un peu de certaines choses, et tu ne reconnais pas toujours les produits qui arrivent. Et la maquette, elle peut des fois être imprécise, ça dépend des clients. Donc avec cette petite photo, on avait avec précision, et je marquais sur le textile avec un crayon ou sur un papier, une information que je photographiais, et on passait à autre chose. Donc ils sont venus me voir pour me demander pourquoi il n'y avait pas de retour chez nous, alors qu'il y a toujours des problèmes. C'était uniquement parce que c'est moi qui faisais le brief et c'est moi qui faisais les photos. Il y avait toutes les informations. Tandis que l'autre, c'était quelqu'un qui gérait plusieurs photographes, qui disait, voilà, tu fais ça, toi tu fais ça. Le brief, écoute, t'étais pas là, mais je l'ai fait, donc voilà. Et ça pouvait disjoncter, et on n'avait pas... Et le client, lui, il sait ce qu'il veut, dès le début. Nous, on croit que... Non, il sait très bien. C'est pour ça que c'était précieux d'avoir les bons échantillons pour les bons fonds.
parce qu'il ne se trompait pas beaucoup. Et après, pour le coup, tout part au labo? Tous les jours, deux fois par jour. Qui passe 2 fois par jour et qui vient récupérer. Il prend les films de la nuit ou du soir ou dans son passage. Le matin, il les prend à 8h, il ramène ceux de la veille et il part avec ses films à 8h30, 9h, si on a le temps de faire quelque chose, et il revient à 17h. Et là, à 17h, il prend la journée d'exécution et il ramène les films du matin. Et là, au fur et à mesure, on est sur la table lumineuse, on trie, on regarde si c'est bon, et on envoie au client plus ou moins au fur et à mesure, pas vraiment, on groupe quand même puisqu'il n'est pas là. Le client n'est pas là. Le client ne rentrera que dans 3 semaines, mais par contre tout est prêt par page déjà. Donc chaque 24 heures, on va dire une quarantaine de prises, peut-être pas quand même, non pas tant que ça. On va dire, oui ça dépend des produits, mais enfin entre 12 et 40 prises de vue. D'accord. Oui. Ça faisait 3 x 7, 21, ça faisait quand même 100 films développés, hein, puisqu'il y a 3 expositions pour chaque... ça va vite, hein. Donc après il faut les trier, et puis il y a des erreurs de développement aussi. Parce que aujourd'hui on ne fait pas trop attention à tout ça, mais avant, quand on nous commandait un fond coquille d'œuf, alors coquille d'œuf déjà, tu vois, c'est une interprétation, ça dépend de la table lumineuse, quelle couleur est là, si les tubes fluo sont bien équilibrés, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc on filtrait avec 0,5 de jaune, 2,5 de magenta, pour avoir le bon... Et puis on envoyait... Pareil pour le coup, ça avait filtré sur devant l'objectif, oui. Et puis on envoyait donc cet essai, on le validait, sauf que le laboratoire, le lundi matin, comme il n'avait pas travaillé le week-end, la mise en route des bains n'était pas la même que dans le milieu de la semaine. Donc si on faisait le test le jeudi ou le mercredi, et qu'on attendait le lundi suivant pour faire le développement de tout ce qu'on avait préparé, ben on avait sur la table lumineuse des coquilles d'œufs qui n'étaient plus des coquilles d'œufs, qui évoluaient en fonction du bain. Ah non, moi j'ai des tests là, je les ai retrouvés là, pour une chaussure, on faisait 10 ou 15 essais, et puis c'était ce coloris-là qu'ils voulaient, ce fond. Et pour le retrouver, en plus, quand la boîte d'Ecta est vide, t'en prends une suivante. Oui, donc le film aussi... Il n'a pas forcément la même émulsion, enfin la même série, parce que tu as des commandes qui sont... Alors on faisait une commande par an d'environ, je sais pas moi... Je ferai que je retrouve exactement, parce que j'ai les factures, mais à 100 films on stockait 3 mois de films pour avoir, si possible, une émulsion cohérente. Sinon, on ne pouvait pas comparer, on ne pouvait pas travailler. Alors, la plus grande difficulté, c'est quand on avait du 6-6 ou du 6-7 et du 4-5. Quand tu développes un 6-6 d'une émulsion et un 4-5, de la même prise de vue, avec le même gris, tu n'as pas le même gris. Et pourtant, sur la maquette, il y a des 4-5 et il y a des 6-7. Donc, il fallait quand même que ce soit... Donc, on s'arrachait un peu les cheveux quand même pour être le plus correct, parce qu'on refuser une prise de vue, c'est embêtant, quoi. Voilà, magenta jaune, alors par numéro 0,5, 2,5, qui permettait de composer et d'arriver au coloris. Comme ça, tu savais exactement, enfin, tu as toutes les chartes, tu savais exactement quelle teinte pour corriger quelle lumière, Ouais, on le faisait, oui. Alors, tu avais des informations ici, tu vois, film 135, alors type de tube pour les tubes fluo. Il fallait qu'on corrige avec précision. C'était pas des LED, donc c'était aussi les tubes, voilà. La lumière utilisée. Alors on avait les températures de couleur, donc tu vois à la main j'ai tout noté et je devais me débrouiller avec ça. Ah, tu vois, on avait quand même des sacrées informations. Alors, elles sont où celles-là? Moi ce qui m'intéressait c'était ça surtout. C'était, tu vois, sous-exposition d'un diaphragme, sous-exposition de 2 diaphragmes, en fonction de la sensibilité. Non mais, tu te rends compte aujourd'hui? Pour les photos, tu travaillais avec quel type de matériel pour le coup en argentique? Alors toujours l'Ectachrome, le 100, toujours en 6-7 ou 4-5. 6-7 ou 4-5, toujours soit en moyen format, soit en grand format. Ah oui, il n'y avait pas de 24-36 ici. Alors voilà, donc la dernière c'est celle-là, j'en ai 3 comme ça. La chambre 4-5 avec le fameux dos 6-7. Ah oui, donc même les prises de vue 6-7, ah, c'était à la chambre, hein. Ah, tout à la chambre. Tout à la chambre, ouais. Voilà. Comme si c'était un plan film. Sauf que là, on peut y aller. Ouais.
Alors normalement, je crois qu'il est vide celui-là. Voilà, impeccable. Oui, il y avait donc 3 chambres comme ça. Et à chaque fois sur des grands pieds comme ça pour Ah, toujours. avoir la flexibilité. Ah bah là, oui, oui. Et puis voilà, voilà ce qui a remplacé ça. Celui-là. C'est quand même plus compact. Ah ouais, là, ouais, évidemment, là, c'est... Pas besoin d'avoir de... Ouais, là, c'est facile, hein. Voilà un, par exemple. Oh. Ah. Bon, il est prêt à fonctionner, hein. Voilà, c'est avec ça que je pars. Là, il y a même le dos Polaroid. Il y a encore un... Il n'est pas ouvert, celui-là. Et voilà. Là... C'est prêt à partir, ça aussi. Et ça, tu t'en servais pour le coup si à l'extérieur. Des shoots extérieurs, Uniquement. des choses comme ça. Ou alors, si ça pouvait arriver en mode d'ici un petit peu, parce qu'on peut aller quand même un peu plus vite. Mais pas tellement. Pas tellement. Non, c'est l'extérieur. Donc là, pareil, hein, 2 appareils au cas où il y a un qui tombe en panne. Enfin, qui tombe pas en panne, mais qui bloque. Mais quand ça se bloque, ça se débloque, ça. Oui, bah c'est mécanique. Hein, donc, Ouais. Quand je te disais qu'on utilisait les filtres, tu vois, on mettait... Ah, ils sont peut-être pas là. Bah voilà, si, on utilisait beaucoup de filtres comme ça. Tu vois, on avait toute la gamme le Kodak des filtres parce que selon l'émulsion, il fallait qu'on rende un hectare que le client accepte. Alors là, c'est encore un autre, tu vois, bah, un deuxième avec un autre Dopola. Et là, pareil, hein, avec les filtres. Oh, regarde, on était chargés comme des baudets avec des... Tu vois ça? Mais au moins, on savait ce qu'on avait, parce que quand on faisait des négatifs, c'était le laboratoire qui faisait le jeu. C'est sûr. Alors, si tu étais bien avec ton labo... Si c'était le stagiaire qui faisait, voilà. ou si c'était le... Alors, des fois, tandis qu'avec au moins la diapo, tu étais tranquille. Tu sais que et si tu dois corriger, tu peux corriger. Ouais. Si tu corriges du négatif, tu ne peux pas corriger du négatif, puisque c'est lui qui va le faire à la fin. Ouais. Donc, oui, finalement, la diapo, si on compare au la garantie. numérique, c'est toi qui, certes, au moment de la prise de vue, mais c'est toi qui avais le contrôle total sur ta couleur, ton exposition, ton contraste. Tu pouvais pas... Alors que oui, en négatif, il fallait forcément travailler avec le tireur, avec le labo. Bah, et c'était pas forcément possible en termes de temps et de contraintes. Non, on pouvait pas. On faisait peu de négatifs, hein. Très peu. Hein. À chaque fois, c'était donc de la diapo, quoi. Toujours. Ah oui, parce que là, il fallait que le client il visualise tout de suite, quoi. Tu poses sur la table lumineuse, on n'en parle plus. Non, en négatif, il n'y a pas. Hein. Même ça a été fait à partir des diapos. Et puis, soit on faisait un internégatif, soit le client se débrouillait. Hein. Là, c'est parce qu'il exigeait des tirages pour les mettre directement dans son catalogue. D'accord, donc le tirage photo... Là, c'était pour son catalogue, mais après, c'était les hectares qui ont servi à faire les pages. Les pages, oui. Ça, c'est pareil, c'était le travail de client pour le coup Ça, oui, sauf que c'est pas le client qui l'a demandé sur ce format-là. Ça a été fait en 4:5. Et moi, pour le plaisir, j'ai re-shooté en 20-25 pour avoir une trace. Et tu vois, les couleurs sont foutues. C'est parce que j'avais un panneau lumineux ici et j'exposais le travail qui était fait. Ah oui. Donc c'est ça. Oui, donc les couleurs, elles se sont... Ah bah oui, j'avais un peu oublié. Là, c'est des lover drops, ça c'est des intérieurs. Tout ça, c'est en 4:5. En 4:5. Ah bah tout à l'heure je t'ai montré celle-là en 4:5. Bon là je l'ai faite pour moi dans ce format parce que voilà je voulais avoir une trace. Mais c'est pas le client n'a pas commandé ça. Hein. Ça faisait grand en 20-25 pour... Alors j'ai un collègue qui fournissait du 13-18 quand même, et même du 20-25. Mais bon, si quand il y avait des grandes piles comme ça. Ça en 20-25, ou en 20-25, ça, tu vois vraiment si c'est bon ou pas bon. Hein. T'as pas besoin de prendre le compte fil. C'est ça l'avantage, parce que sinon tu dois toujours entendre regarder si c'est bon, s'il n'y a pas un truc qui dépasse. Tu vois, regarde par exemple ça. Regarde un peu l'installation bizarre. Pour l'après-midi, hein, faire ça. Surtout les plis et tout. Oui. Est-ce que ça t'arrive dans le carton, c'est peut-être pas aussi bien plié le temps de les changer? Non, là ça va pas bouger parce que tu laisses la prise de vue pendant plusieurs jours parce que le client va dire finalement je vais peut-être mettre cette pile de l'autre côté. Alors tu vas pas tout recommencer parce que tu as trop de travail, tu vois. Puis les formes,
Combien d'heures de repassage par rapport à l'heure de photographie? Oui, c'est ça. Ces aiguilles servaient à fixer à soulever, donc toute la journée, je préparais pour que ce soit fluide et que ce soit aérien un petit peu. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'il y a presque autant d'outillage que... Il y a presque plus d'outillage que de matériel photo. Ici, surtout ici, ouais. Entre... Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oui, les poids aussi, quand il faut... Quand tu veux suspendre quelque chose, oui, ça c'est assez... Mais moi j'aime bien ça, alors... Les papiers, les cartons... Tu vois, regarde, mec bien organisé, tout est là. Donc les formats sont là, parce qu'en fait je préparais mes photos sur mes produits sur des papiers quand c'était détouré. Oui. Et sur des supports rigides, ce qui fait que je gagnais beaucoup de temps à la prise de vue, puisqu'ils étaient préparés là, avec une lumière qui correspondait à peu près à la lumière que j'allais utiliser là-bas. C'est pour ça qu'il y avait un spot là, il y avait un spot là. Donc j'éclairais ici à la préparation ce que j'allais retrouver sur mon poste de prise de vue. Et je pouvais faire les 40 prises de vue dont tu parlais tout à l'heure. Sinon, tu ne pouvais pas. Ça, c'était pas mal, ça. Bon, ça, je ne sais pas si tout le monde faisait comme ça, mais... Toi, si. Mais moi, c'était le côté pratique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matériel, là. Ces chariots mobiles étaient remplis de tout ce que j'avais préparé pendant plusieurs jours. Je prépare chaque composition. Voilà. Et puis je vois ce qui me manque. En attendant que le client me dise, bah tiens, je vais te l'envoyer dans 2 jours. Donc je prépare et j'attends le produit qui manque pour compléter. Et toutes les prises de vue étaient préparées sur des chariots. Et après, tu les emmènes, les chariots allaient là-bas. Tu les décharges. Ouais, après, tu essaies d'être un peu rationnel, quoi, pour récupérer. Parce que le temps que tu as passé là, et tu le gagnes là-bas. Oui, là, c'est la partie photo. Ça, c'est la partie... Sauf là. Mais ici, vu de dessus, ici, tout ça, chaque poste avait son éclairage dédié en fonction des préparations que je... Pareil, les éclairages étaient déjà installés en avant. Ils pouvaient fonctionner sur une série. C'est pour ça que la lumière et les fonds pouvaient être homogènes quand même. Tu ne pouvais pas te permettre d'avoir des lumières qui partent dans tous les sens. Ouais. Non, pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais... C'est pas bien fait dans ce cas-là. D'ailleurs, souvent, c'était un éclairage à peu près conforme, à chacun des postes. Enfin, 2 postes pouvaient avoir le même type de présentation. Donc, je savais que telle photo serait faite ici, et selon ce que j'avais, je pouvais la faire ici, parce qu'il y avait un grand plateau là. Donc, je choisissais aussi en fonction de ça. Ouais, en fonction de la vue, donc avoir comme ça différents postes de prise de vue au-delà de l'aspect prêt avec chaque chambre déjà. Ça permettait de gagner du temps et d'arriver à tenir les délais. Ah oui, voilà, parce que le 6-7 était là et le 4-5 était plutôt là et ici. Oui. Tu remarques que c'est un 4-5, mais il y a 2 expositions. C'est avec un... Donc on met le cache, on retourne et on retourne. Voilà. C'est pour des raisons d'économique. Oui. Pour le coup, tu factures un plan film ou est-ce qu'il y a moyen de... Ah oui, non, pas tellement. Les frais techniques n'étaient pas... On facturait de la prestation. Ouais. Les photographes qui avaient l'habitude de facturer des frais techniques, le client s'est vite aperçu que c'était un secteur où il pouvait régler le problème. Donc c'est lui qui fournissait les films. Ouais. Donc on était libre de faire la commande, mais ça c'est arrivé dans les années 2006, où là le client il s'est dit il y a quand même beaucoup de frais techniques, trop de polas, donc on va canaliser. Comme ça on cadre. Voilà. Donc nous on facturait que de la prestation. Pour les mannequins c'est la même chose. C'est le client qui choisissait le mannequin, qui choisissait l'agence, qui déterminait les dates et les horaires, et qui recevait sa facture. C'est pas le photographe qui facturait la prestation mannequin. Sinon, c'était l'enfer, parce que si jamais tu choisissais un mauvais mannequin, il fallait tout refaire. Non, mais ça va pas. Hein. Ouais, donc il y a vraiment une position d'exécutant dans une industrie oui, plus large. Ça a été voulu. Hein. Au début, le photographe était plus libre. Mais au fur et à mesure, les contraintes étaient tellement importantes que... Puis les maquettistes aussi, tout le monde rendait compte. Ouais. Oui, parce que finalement, le produit final, c'est le catalogue, c'est... Oui, le produit final, c'est... La publicité, c'est le nombre de pièces qui ont été commandées et qui doivent être vendues et ne sont pas vendues parce que la photo n'est pas sortie ou... Oui, puis en plus, à l'époque, sur ces catalogues-là, c'est vraiment
la seule interface, enfin l'image est la seule interface du produit entre le produit et l'acheteur. Entre le client et il y a quand même une pression importante au niveau de... Ouais. C'est pour ça que le catalogue, c'était une bible, hein, quand même, t'as vu. Hein. Ouais. Bon, j'en ai déjà jeté beaucoup. Hein. On va prendre au hasard. Ça, c'est dans les derniers, les 10 dernières années. Voilà, tout ce travail-là était là. Où, tu vois, ça pouvait aller, mais pas les porter, que les natures mortes. Oh, ça pouvait arriver s'il y en a quelques-unes, mais très très peu. C'était pas bon. En plus, voilà, les... Voilà, ouais. Bon, ça représentait beaucoup plus de travail que finalement de faire ça. Hein. Sauf que c'était moins valorisant. Les mecs, ils voulaient pas. Oui, par exemple, tu vois, il y a une gamme là. C'est tout, faut que tu fasses une belle différence. Alors évidemment, on alternait quand même correctement, mais c'était l'enfer, ça. Ou ça aussi. Il fallait faire une différence quand même bien marquée. Et on faisait... Oui, et puis en plus, même sur la correspondance, comme c'est pas des trucs qui étaient vendus en magasin, et que si l'acheteur final il commande un kaki plus vert et que en fait il reçoit un marron qui compare avec le catalogue, il faudrait peut-être être un petit peu très exigeant, mais bon. Oui, il y avait certainement des précautions dans le catalogue aussi. Non contractuel. Oui, voilà, oui, ça. Oui, évidemment, oui. Ah oui, alors il faut dire qu'à partir de 2004, première exigence, terminée, on ne fournit plus d'argentique. Sinon on ne travaille pas. Donc on est passé d'une saison en argentique à une saison en numérique. D'un coup comme ça. Sans avoir de formation, rien. Enfin rien, le minimum quoi. Parce que demande de clients en fait. Ah oui, des clients, c'est de la faute du photographe, parce qu'il aurait pu se former avant. Oui. Mais tant que ça marche, bon, oui. c'est bon, puis c'est pratique. Puis le jour où il dit non, c'est terminé, je ne veux plus scanner mes films, mes 4-5, parce qu'avant il les scannait. Ouais. Oui, il les scannait depuis longtemps déjà. Mais nous, on ne savait même pas comment ça se passait. Puis un jour, il dit on ne scanne plus, on veut des fichiers. Donc là, c'est arrivé, ça m'est arrivé ça. Est-ce que toi, le fait de devoir travailler les fichiers, Photoshop, machin, etc., est-ce que ça a changé un peu la manière de Non, ça n'a pas changé du tout parce qu'on n'avait pas le droit de toucher aux fichiers. Ah oui, donc il fallait que ça sorte directement au numérique. On calait on avait un écran calé, tout était calé. Et après, est-ce que pour le coup, chez le maquettiste, chez le client, est-ce que des fois ton fichier il était modifié pour les besoins de la maquette ou pas vraiment. C'est un truc il n'était pas modifié parce que comme il scannait déjà depuis longtemps, il le modifiait déjà, donc ça ne changeait rien quoi. Oui, d'accord. Non, pour nous, en tout cas, nous, il y avait pas on n'intervenait pas. Déjà, quand on commence à parler de TIFF, de JPEG, de résolution, ah oui, là, c'était compliqué, là. Puis en plus, les premiers appareils n'étaient pas très performants. Donc, le problème du moirage. En plus, moi, dans le textile, le moirage, il y en avait toujours. Alors, avec le numérique, enfin, il y en avait toujours, il y en a eu au début, quoi. Et puis, plus les appareils ont évolué, moins il y avait de moirage, puis après, il y avait d'autres techniques pour les éliminer. Mais il m'arrivait souvent de refaire des photos qui avaient été faites en numérique, mais je les refaisais en argentique, parce qu'ils n'arrivaient pas à régler le problème du moirage. Ouais, j'ai eu l'impression aujourd'hui qu'il n'y avait pas tellement de cahier des charges déterminés. C'était un peu plus, si ça va pas, on recommencera autrement, quoi. Parce que là, on ne pouvait pas recommencer, hein, c'était vraiment respecter la maquette, quand même. Tandis qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que... Si, parce que les dernières saisons, je me suis aperçu que le maquettiste n'existait plus. On avait un... Bon, j'ai un peu méchant, hein, tu garderas. Hein. C'était plutôt quelqu'un du marketing qui s'occupait du catalogue. Donc il ne savait pas ce que c'était qu'un maquette. Donc il y avait un vocabulaire qui donnait beaucoup d'éléments, mais le photographe, il ne s'y retrouvait pas trop. Et il n'y aura pas de maquette. Ah bon, comment on va faire? Comme avant. Donc voilà, on se débrouillait, quoi. Ouais. Donc c'est parti comme ça. Et donc à la fin, je savais que c'était fini, quoi. Pas de maquette, un brief quand même, évidemment, mais quand tu repartais, t'étais pas tranquille, parce que... Et puis parfois, le brief était tellement... comment dire, le maquettiste, il avait un avantage, c'est que lui, il s'engageait à présenter sa maquette, mais il avait déjà des éléments. Quand tu supprimes le maquettiste, tu peux extrapoler sur des photos que tu vas avoir. Tu n'as pas les produits encore. Tu n'as pas la matière. Mais si ça se trouve, elle ne va pas être tout à fait conforme à ce qui était prévu.
c'est pas, enfin, j'ai pas l'exemple, mais enfin, j'ai pas l'exemple aussi. J'ai des exemples où on ne pouvait pas déterminer, par exemple, les gammes de couleurs ou les choix. C'était au dernier moment une personne qui disait « je viendrai au studio pour finaliser ». Mais nous, on préparait avant tout. Tu ne peux pas venir au studio comme ça, des installations, c'est lourd. Hein. Donc on n'était pas trop d'accord pour pas avoir de support. L'arrivée du numérique, tout de suite, n'a rien changé, mais au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, là, ça a vraiment changé. La personne, si ton interlocuteur connaissait bien le travail d'avant, ce n'était pas un problème, mais s'il n'y connaissait rien, il ne s'occupait pas de savoir si c'était... même à la limite, la netteté d'un fichier, il ne regardait même pas. Alors que nous, t'imagines, en argentique, on travaille au compte-fil, on s'arrache les cheveux pour être à 22, pour être sûr que ce soit la bordure de champ corresponde bien à la netteté qu'on veut obtenir. Avec à la fin, non. Donc c'est plus le client, oui, l'interlocuteur, je vais dire, parce que c'est pas le client. Hein. Il a rêvé de quelque chose, et après c'est au photographe de réaliser son... Alors que nous, on n'était pas formés pour ça. En tout cas, moi. Oui. Moi, c'était vraiment... j'étais pas à l'aise avec ça. Tu fais la prise de vue. Tant que c'était en numérique comme en argentique, pas de problème. Mais quand au bout de 10 ans, ça a changé, c'est exactement 11 ans, 12 ans. Parce que j'ai commencé en 2004 le numérique, et c'est en 2016 que j'ai senti qu'il n'y avait plus de maquettistes, plus de maquettes. Ah bon? Bah, c'est pas grave, on fait comme d'habitude. Ouais, d'accord, bon, bah, moi, comme j'ai l'habitude depuis 30 ans, je fais comme d'habitude. Oui, mais là, le discours, il était décalé par rapport à ce qu'on attendait, enfin, ce que j'attendais, moi. Alors maintenant, comme je suis une génération un peu plus ancienne, évidemment... Oui, après, les métiers changent et évoluent. Oui, et puis les interlocuteurs étaient plus jeunes. Puis aujourd'hui, même le... J'ai rêvé à un moment que l'argentique allait être en parallèle avec le numérique. Puis en fait, quand le numérique est arrivé, le lendemain, j'ai plié l'argentique et j'en ai jamais plus fait. Puisque le client ne voulait pas. Oui. Alors au début, en argentique, 3 shoots, enfin 3 expositions, pardon, et en numérique, 1. Oui. Moi, ça ne changeait rien. Direct, et puis, et si c'était 2, il fallait qu'on change quelque chose, puisque alors s'il fallait changer quelque chose, ou s'il fallait rajouter quelque chose, c'était une deuxième prise de vue, c'est tout. Donc non, c'était bien ça. Et c'est là que ça posait problème, parce que pour le client, au bout de 10 ans, il s'est rendu compte qu'on pouvait faire toute la journée la même prise de vue. Oui. C'est gratuit, il n'y a pas de film à développer, il n'y a pas de frais techniques, il n'y a que du temps et de la prestation. Alors là, ça ne me convenait pas ça, mais bon. C'est vrai que, parce que tu ne pouvais pas toute la journée, hein, que le client disait, bon, tu m'envoies les shoots, et puis je te tiens au courant. Sauf que tu faisais ça à 10h, et à midi, pas de tout téléphone, t'attends, hein, tout est en place. Hein. À 14h, pas encore, et puis éventuellement, il a oublié. Et puis il dit, non, finalement, tu vas me changer ça. C'est le photographe qui devait quand même prendre en charge toutes les difficultés, et surtout ce qui ne convenait pas. Donc là, c'était des bagarres, parce que tu avais bien enregistré, qu'on t'avait dit une information qui était claire apparemment, et puis 3 mois après, ou 1 mois après, l'information que tu avais eue, elle déviait. Donc ton interlocuteur, il n'était pas très honnête, quoi. Il n'a pas enregistré non plus. Tandis qu'avec la maquette, on était tranquille, on savait. Ce qui m'a impressionné le plus dans ma visite du studio d'Alain, c'est la modestie avec laquelle il a évoqué pendant ces quelques heures sa vie de travail qui était impressionnante, comme si c'était rien du tout, alors que moi j'étais entouré de centaines d'images. Il a conservé énormément d'archives qui sont, à mes yeux, extrêmement précieuses. Alors, de son aveu, c'était peut-être pas le travail le plus créatif en photographie, mais j'étais impressionné de la précision technique qu'il fallait avoir et de la rigueur qu'il fallait avoir, à la fois dans la mise en place des natures mortes et des différents vêtements qu'il fallait photographier, le respect des briefs et des maquettes du client, et l'exigence photographique technique qui était hyper importante en termes de précision colorimétrique, tout en travaillant à la chambre sur de la diapositive. Il y avait quand même un niveau technique assez impressionnant qu'Alain balaye d'un revers de main comme si c'était rien. En tout cas, j'aurais pas imaginé en apprendre autant, et j'aurais pas imaginé du tout que ce travail se fasse comme ça à l'époque. C'est vrai que c'est des secteurs qui ont été totalement transformés par l'arrivée du numérique et qui vont continuer à l'être, notamment avec l'intelligence artificielle par exemple.
Et c'est hyper intéressant d'avoir trace aujourd'hui de comment on faisait ce travail d'un point de vue beaucoup plus artisanal, alors que même si, bien évidemment, aujourd'hui quand on travaille en studio sur de la nature morte, ce travail de mise en place est toujours extrêmement présent, le travail numérique et la retouche numérique a aussi transformé énormément ce secteur. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier une nouvelle fois Alain de son accueil et de l'honneur qu'il m'a fait de me parler comme ça de tout son travail, de me montrer toutes ses archives avant que le bâtiment ne soit revendu et que une bonne partie de tout ce travail ne doive disparaître, parce qu'il y avait quand même un volume de choses qui était assez impressionnant. On sentait chez lui à la fois la nécessité de passer à autre chose et en même temps la difficulté de laisser derrière lui toutes ces années. Alors je sais pas si c'est quelque chose qu'il voulait exprimer, mais c'est quelque chose en tout cas que j'ai ressenti. Et je suis très reconnaissant d'avoir pu partager ça avec lui. J'espère que de ton côté, ce reportage t'aura appris des choses et que tu l'auras apprécié autant que moi j'ai eu de plaisir à le faire. Je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo.